Après 10 ans à rendre visite à ma grand-mère chaque dimanche alors que ma sœur l'ignorait, j'ai hérité de sa maison. À la lecture du testament, mon père s'est levé, cède-la à ta sœur. Elle en a plus besoin. J'ai souri et sorti la dernière lettre de ma grand-mère. Je m'appelle Cassandra et à 29 ans, je ne m'attendais pas à me battre avec toute ma famille pour une maison. Pendant 10 ans, j'ai rendu visite à ma grand-mère Éléanore chaque dimanche, alors que ma sœur Amanda ne prenait même pas la peine de le faire. Quand ma grand-mère est décédée et m'a laissé sa maison victorienne, je pensais que tout le monde comprendrait pourquoi. J'avais tort. À la lecture du testament, mon père s'est levé et a dit, cède-la à ta sœur. Elle en a plus besoin que toi. Personne ne s'attendait à ce que j'ai fait ensuite. Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans cette lettre que ma grand-mère m'a laissée, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà eu de la famille qui a essayé de profiter de votre gentillesse. En grandissant, j'ai toujours eu un lien spécial avec ma grand-mère. Grand-mère Éléanore n'était pas seulement de la famille. C'était ma meilleure amie, ma confidente, et la seule personne qui me voyait vraiment pour qui j'étais. Depuis mon enfance, je passais les week-ends dans sa belle maison victorienne, l'aidant à faire des biscuits sablés à la cannelle d'après sa recette secrète, apprenant à m'occuper de son magnifique jardin rempli d'hortensias et de roses, et écoutant les histoires de sa jeunesse à une époque plus simple. Quand j'ai commencé mes études d'infirmière, ces visites du week-end sont devenues notre rituel sacré du dimanche. Chaque semaine, sans faute, j'arrivais chez elle à 11h du matin. Nous cuisinions le déjeuner ensemble, généralement son fameux rôti en cocotte ou son poulet au quenelle, puis nous passions l'après-midi soit à travailler dans le jardin, soit assis sur sa véranda à boire du thé glacé sucré et à parler de tout et de rien. Pendant les mois d'hiver, nous nous asseyions près de sa cheminée, enveloppés dans les couvertures faites main qu'elle avait confectionnées au fil des ans, et nous lisions des livres ensemble ou regardions de vieux films sur son ancienne télévision. Pendant 10 longues années, je n'ai jamais manqué un dimanche, sauf si j'étais gravement malade. Et même dans ce cas, j'appelais pour prendre de ses nouvelles. Ces dimanches étaient sacrés pour moi. Ils étaient ma stabilité dans un monde autrement chaotique de garde à l'hôpital et de patients exigeants. Grand-mère Éléanore était mon ancre, mon havre de paix. Ma sœur Amanda, en revanche, peinait à appeler notre grand-mère même pour les fêtes. De 3 ans ma cadette, Amanda avait toujours été la préférée de la famille, malgré son manque total de responsabilité ou de considération pour les autres. Là où j'avais travaillé dur pour mes études d'infirmière, Amanda avait abandonné l'université 3 fois, chaque tentative étant entièrement financée par nos parents. Là où j'avais gardé le même emploi à l'hôpital Mémorial pendant 7 ans, Amanda passait de poste dans la vente au détail à des boulots de serveuse et à des plans de marketing multiniveau, ne tenant jamais plus de quelques mois. Je me cherche, déclarait-elle chaque fois que quelqu'un remettait en question ses choix de vie. À 32 ans, sa seule réussite constante était de décevoir constamment tous ceux qui comptaient sur elle. Nos parents encourageaient ce comportement à chaque occasion. Quand Amanda ne pouvait pas payer son loyer, il le payait. Quand elle dépassait le plafond de ses cartes de crédit, il réglait la dette. Quand elle a eu besoin d'une voiture après avoir détruit la précédente en envoyant des textos, ils lui en ont acheté une neuve. Pendant ce temps, j'ai financé mes études moi-même, acheté ma modeste Honda avec mes propres économies, et loué un petit appartement d'une chambre, propre, à 15 minutes de l'hôpital où je travaillais. Le schéma était toujours le même. Amanda créait le chaos, et tout le monde s'attendait à ce que je sois la plus mature. Quand Amanda a emprunté ma robe de bal et l'a rendue tachée, on m'a dit de laisser tomber. Quand elle a emprunté de l'argent de mon fonds de remise de diplôme, on m'a dit que la famille, c'est fait pour s'entraider. Quand elle est arrivée avec 3 heures de retard à ma remise de diplôme d'infirmière parce qu'elle avait la gueule de bois, je devais comprendre parce que, c'est Amanda, elle est comme ça. Grand-mère Éléanore était la seule à voir clair dans ce jeu. Tu sais, Cassie, m'a-t-elle dit un jour alors que nous plantions des bulbes de tulipes pour le printemps suivant, être la personne fiable est à la fois une bénédiction et une malédiction. Les gens profitent de ceux dont ils savent qu'ils ne les laisseront pas tomber. Elle m'a regardé avec ses yeux bleus pleins de sagesse qui semblaient voir jusqu'au fond de mon âme. Souviens-toi juste que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes aux gens qui ne font que prendre. Quand la santé de ma grand-mère a commencé à décliner l'année dernière, il n'a jamais été question de savoir qui allait prendre les choses en main. J'ai pris un congé familial et médical de l'hôpital pour m'occuper d'elle dans ces derniers mois. Je lui administrais ses médicaments, la conduisais à ses rendez-vous chez le médecin, lui préparais des repas qui pouvaient tenter son appétit défaillant, et je restais avec elle pendant les longues nuits où la douleur la tenait éveillée.
Je lui faisais la lecture quand sa vue est devenue trop mauvaise pour qu'elle puisse lire elle-même, et je l'ai aidée à écrire des lettres à de vieux amis à qui elle voulait dire au revoir. Amanda n'est venue qu'une seule fois pendant ces 3 mois. Elle est restée 45 minutes, a passé la plupart de ce temps sur son téléphone, et est partie plus tôt parce qu'elle avait des projets. Nos parents venaient plus souvent, mais toujours avec l'attente tacite que je m'occuperais des aspects les plus difficiles des soins. Quand grand-mère Eleanor s'est éteinte paisiblement dans son sommeil alors que je lui tenais la main, j'ai senti un morceau de mon cœur se briser. À l'enterrement, Amanda a pleuré de façon théâtrale, racontant à qui voulait l'entendre à quel point elle et mamie elle avaient été proches. J'étais trop accablé par le chagrin pour la confronter sur sa comédie. La tension dans la famille a été immédiate. Le lendemain de l'enterrement, ma mère a appelé pour demander si ma grand-mère avait parlé de son testament. Amanda compte vraiment sur une aide, a-t-elle dit, sans même essayer d'être subtile. Tu sais à quel point c'est serré pour elle en ce moment. Honnêtement, je ne savais pas ce que grand-mère avait prévu. Nous n'avions jamais discuté de son testament ou de son héritage. Notre temps ensemble avait été consacré à vivre, pas à préparer sa mort. Tout ce que je savais, c'est que quoi qu'il arrive, la perte de sa présence dans ma vie laisserait un vide qu'aucun bien matériel ne pourrait jamais combler. Je ne savais pas encore que le dernier acte de ma grand-mère m'obligerait à enfin m'affirmer face à la famille qui m'avait tenu pour acquise pendant si longtemps. La lecture du testament était prévue un mardi après-midi au cabinet d'avocat de Maître Harrington, en centre-ville. Je suis arrivé 15 minutes en avance, les mains serrant un mouchoir et le cœur lourd de chagrin. Le bureau était fait de boiseries sombres et de fauteuils en cuir, le genre d'endroit qui avait probablement la même apparence depuis 50 ans. J'ai choisi un siège près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie dévaler la vitre et essayant de me préparer émotionnellement à ce qui allait se passer. Mes parents sont arrivés ensuite, mon père dans son seul costume correct qu'il portait pour les mariages et les enterrements, et ma mère dans une robe noire qui la faisait paraître pâle et tirée. Ils m'ont tous les deux brièvement étreinte avant de s'asseoir à l'autre bout de la pièce, chuchotant entre eux comme ils le faisaient toujours lorsqu'ils préparaient une stratégie. Amanda est arrivée la dernière, avec 10 minutes de retard, accompagnée de son petit ami 3. J'étais surprise qu'elle l'ait amené, car il n'avait jamais rencontré grand-mère Eleanor. C'était sa dernière âme sœur dans une longue lignée de relations douteuses. 3 avait un bras entièrement tatoué et travaillait de manière sporadique comme barman. Ils sortaient ensemble depuis 4 mois et Amanda avait déjà emménagé dans son appartement avec ses 3 enfants de 2 relations précédentes. Amanda m'a à peine adressé la parole, sortant plutôt son téléphone et commençant immédiatement à envoyer des textos, ses longs ongles en acrylique claquant contre l'écran. Son attitude montrait clairement que c'était une corvée dont elle voulait se débarrasser le plus vite possible. Maître Harrington est entré précisément à 14 heures, portant un dossier et des lunettes qui glissaient constamment sur son nez. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, a-t-il commencé formellement. Nous sommes ici pour discuter du dernier testament d'Eleanor Margaret Wilson. Avant de commencer, je voudrais exprimer mes condoléances personnelles. Eleanor a été ma cliente pendant plus de 30 ans, et je la considérais aussi comme une amie. Il a ouvert le dossier et a commencé à lire le langage juridique formel du testament. De petits objets personnels étaient distribués à divers membres de la famille. Ma mère a reçu le collier de perles de grand-mère et quelques bijoux anciens. Mon père a eu sa collection de livres en édition originale qu'il avait toujours admirée. Divers cousins et ma tante Suzanne étaient mentionnés pour des legs plus modestes. Puis Maître Harrington s'est éclairci la gorge et a ajusté ses lunettes. À ma petite fille, Cassandra Lynn Wilson, qui a été ma compagne et mon soutien de tous les instants, qui m'a offert le cadeau de son temps et de son amour sans attente de retour. Je lui lègue ma maison au 247 Maple Street avec tout son contenu, sauf indication contraire, ainsi que la somme de $75 000 de mes économies. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, non pas à cause de l'héritage, mais à cause des mots que ma grand-mère avait choisis pour décrire notre relation. De plus, a poursuivi Maître Harrington, à ma petite fille, Amanda Jane Wilson. Je lui lègue la somme de $10 000, avec l'espoir qu'elle l'utilisera sagement pour assurer un avenir stable à ses enfants. La tête d'Amanda s'est relevée de son téléphone, son expression passant de l'ennui à l'indignation en un instant. C'est tout, a-t-elle presque craché. $10 000. La vieille était assise sur une mine d'or avec cette maison et je reçois de la monnaie de poche. Amanda, a haleté ma mère, bien que je ne puisse dire si elle était choquée par l'explosion ou par le montant. Maître Harrington a continué à lire comme s'il n'y avait pas eu d'interruption, passant en revue quelques dons de bienfaisance que ma grand-mère avait organisés.
Quand il a terminé et fermé le dossier, mon père s'est levé brusquement. Il doit y avoir une erreur, a-t-il dit, la voix tendue de colère. Eleanor savait qu'Amanda a 3 enfants et qu'elle a des difficultés financières. Cassandra est célibataire avec un bon travail. Cette répartition n'a aucun sens. Maître Harrington a enlevé ses lunettes. Je vous assure, Monsieur Wilson, que votre mère était saine d'esprit lorsqu'elle a pris ses dispositions. Nous avons examiné le testament plusieurs fois, et elle était très claire sur ses volontés. Mon père s'est alors tourné vers moi, le visage rouge. Cassandra, tu dois faire ce qui est juste. Cède la maison à ta sœur. Elle en a plus besoin que toi. J'étais assise là, sous le choc, incapable de comprendre ce qui se passait. Nous étions censés pleurer notre grand-mère, nous souvenir de sa vie, honorer ses souhaits. Au lieu de cela s'était immédiatement transformé en une bagarre pour ses biens. Papa, je ne pense pas que... Ai-je commencé à dire, mais Amanda m'a coupé. Tu as déjà un appartement, a-t-elle lancé. Pourquoi faire une maison de 4 chambres? J'ai 3 enfants entassés dans un 3 pièces avec 3. Tu es égoïste. Ma mère s'est jointe à elle, sa voix prenant ce ton culpabilisant qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Chérie, ta sœur doit penser à Lily, Jadon et Mason. Ils ont besoin d'un foyer stable. Tu sais, ta grand-mère voudrait que ses enfants aient un bon endroit pour grandir. J'ai regardé autour de moi avec incrédulité. 3 se tenaient maintenant les bras croisés, me regardant comme si j'étais une sorte de monstre. Ma tante Suzanne et ma cousine Beth, qui étaient restées silencieuses jusqu'à présent, ont échangé des regards gênés. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour cette discussion, est intervenu maître Harrington, clairement mal à l'aise avec le drame familial qui se déroulait dans son bureau. Le testament est légal et exécutoire. Si vous avez des doutes sur sa validité, vous êtes libre de le contester en justice. Bien que je doive vous avertir qu'Eleanor a pris toutes les précautions pour s'assurer que ses volontés seraient respectées. Mon père a balayé cela d'un geste de la main. Nous n'avons pas besoin des tribunaux. Nous sommes une famille. Cassandra sait ce qu'il faut faire. Il m'a fixé d'un regard sévère qui m'a ramené directement à l'enfance, lorsque sa désapprobation était la pire punition imaginable. Ma cousine Beth a soudainement pris la parole. Je pense que nous devrions tous prendre le temps de digérer cela. Ça ne fait qu'une semaine que nous avons perdu tante Eleanor. Peut-être devrions-nous reporter cette discussion. Amanda lui a lancé un regard venimeux. Facile à dire pour toi, quand ce n'est pas toi qui vis au jour le jour avec 3 enfants à nourrir. Alors que la dispute continuait autour de moi, j'avais l'impression d'être sous l'eau. Les sons étaient étouffés, les mouvements ralentis. Ce n'était pas du tout comme ça que je m'attendais à ce que la journée se passe. Une partie de moi voulait se lever et crier que grand-mère Eleanor avait fait ses choix pour une raison, que j'avais été là pour elle quand personne d'autre ne l'était. Mais une autre partie, celle qui voulait plaire à tout le monde et qui avait été conditionnée depuis l'enfance à maintenir la paix à tout prix, était déjà en train de calculer comment céder sans me perdre complètement dans le processus. Maître Harrington a mis fin à la réunion lorsqu'il est devenu clair que rien de productif n'en sortirait. Alors que nous sortions de son bureau, ma mère m'a attrapé le bras. « Nous attendons que tu viennes dîner vendredi », a-t-elle dit, sa voix ne laissant aucune place au refus. Nous discuterons des détails du transfert à ce moment-là. J'ai hoché la tête, engourdi, et je les ai regardés partir, Amanda se plaignant déjà bruyamment à 3 de l'injustice de la situation. Je suis resté seul sur le parking, la pluie trempant ma fine veste, me sentant plus isolé que jamais. Les jours qui ont suivi la lecture du testament ont été un flou de guerre psychologique. Mon téléphone vibrait constamment avec des textos et des appels de membres de la famille, chacun ajoutant au poids croissant sur mes épaules. Ma mère appelait chaque matin avant mon service à l'hôpital et chaque soir après mon retour. Ces tactiques alternaient entre tentatives de culpabilisation et exigences colériques. Ta sœur a pleuré jusqu'à s'endormir hier soir, m'a-t-elle informé mercredi. Elle est morte d'inquiétude de savoir où les enfants vont vivre si leur propriétaire augmente le loyer comme prévu. Jeudi, je ne comprends tout simplement pas comment tu peux être si égoïste après tout ce que ton père et moi avons fait pour vous. Vendredi matin, elle était passée à « ta grand-mère aurait honte de ton comportement. Elle t'a mieux élevé que ça. » Celle-là m'a fait mal. Je me suis retrouvé assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, sanglotant de manière incontrôlable jusqu'à ce qu'une collègue inquiète frappe à ma fenêtre pour voir si j'allais bien. J'ai affiché le faux sourire que je maîtrisais trop bien et je l'ai assuré que tout allait bien,
juste une crise d'allergie. L'approche de mon père était plus directe. Il n'a appelé qu'une seule fois, sa voix portant cette autorité sévère qui nous avait toujours fait obéir, Amanda et moi, quand nous étions enfants. Cette famille a toujours pris soin des siens, a-t-il dit sans préambule quand j'ai répondu. Ta mère et moi avons tout sacrifié pour vous donner, à vous les filles, la meilleure vie possible. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta part. Amanda a besoin de cette maison, Cassandra. Ce n'est pas une demande. Pendant ce temps, Amanda a lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui me retournait l'estomac. Sans me nommer directement, elle publiait des mises à jour larmoyantes sur « les gens égoïstes qui ne se soucient pas de la famille » et sur le fait de devoir « expliquer à mes bébés pourquoi ils n'auront peut-être pas de jardin pour jouer parce que quelqu'un qui vit seul a besoin d'une maison de 4 chambres pour elle toute seule ». Ses amis commentaient avec indignation en sa faveur, beaucoup d'entre eux étant des gens que je connaissais depuis le lycée. Tous ne voyaient que la version soigneusement orchestrée des événements par Amanda. La tactique la plus brutale est survenue jeudi soir, quand je suis rentré chez moi pour trouver Amanda, 3 et les 3 enfants qui attendaient devant la porte de mon appartement. « Tati Cassie » a crié Lily, 7 ans, en courant pour me serrer la taille. Malgré tout, j'ai senti mon cœur fondre un peu. Rien de tout cela n'était de la faute des enfants. On s'est dit que tu voudrais peut-être passer un peu de temps avec la nièce et les neveux que tu mets à la rue, a dit Amanda assez fort pour que mes voisins l'entendent, un faux sourire plaqué sur son visage. Je les ai fait entrer, très consciente de la petitesse de mon appartement avec 5 personnes supplémentaires à l'intérieur. Jadon, 5 ans, a immédiatement commencé à toucher à tout, tandis que Mason, 2 ans, s'accrochait à la jambe de 3, l'air incertain. Les enfants, allez explorer l'appartement de Tati Cassie pendant que les adultes discutent, a ordonné Amanda, et les enfants se sont dispersés, Lily se dirigeant directement vers ma chambre. Une fois qu'ils ont été hors de portée de voix, le sourire d'Amanda a disparu. C'est ridicule, Cassie. Regarde cet endroit. C'est parfait pour une personne. Qu'est-ce que tu vas faire avec la grande maison de grand-mère? Tourner en rond toute seule pendant que mes enfants sont entassés dans un appartement moisi aux murs fins comme du papier. Je n'ai même pas encore décidé ce que je vais faire, ai-je protesté faiblement. Tout s'est passé si vite. 3, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole. Amanda m'a dit que tu as toujours été la préférée en grandissant. Tu as eu toute l'attention, toutes les opportunités. Peut-être qu'il est temps que tu penses à quelqu'un d'autre que toi pour une fois. Je l'ai regardé, sans voix. C'était si loin de la réalité de notre enfance que je ne savais même pas comment répondre. Était-ce vraiment ce qu'Amanda lui avait raconté? Quelle était la négligée? La visite a duré une heure atroce pendant laquelle Jadon a réussi à renverser et à casser un vase en céramique que mes amis de l'école d'infirmière m'avaient offert pour ma remise de diplôme, et Mason a eu une fuite de couches sur mon canapé. Ni Amanda ni 3 n'ont fait le moindre geste pour nettoyer l'un ou l'autre des dégâts. Alors qu'ils partaient, Amanda s'est arrêtée à la porte. Maman et papa nous attendent pour dîner demain soir. Ne sois pas en retard, et peut-être que d'ici là, tu auras retrouvé la raison. La pression ne venait pas seulement de ma famille immédiate. Tante Suzanne a appelé pour, juste prendre des nouvelles, mais a rapidement orienté la conversation sur le fait que, Amanda a toujours eu des difficultés, la pauvre, et que, partager nos bénédictions, c'est ce que font les familles. Oncle Robert m'a envoyé un texto disant que je devais, faire ce qui est juste pour ta sœur parce que les liens du sang sont plus forts que tout. La seule personne qui m'a contacté sans arrière-pensée était ma cousine Beth. Elle a appelé vendredi après-midi alors que je me préparais pour le redouté dîner de famille. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé, avec une inquiétude sincère dans la voix. « Honnêtement, pas très bien, ai-je admis, soulagé de pouvoir enfin dire la vérité à quelqu'un. »« Je m'en doutais », a soupiré Beth. « Écoute, je sais que tout le monde te met la pression, mais tu dois savoir que nous ne pensons pas tous que tu devrais abandonner la maison. Grand-mère Eleanor te l'a laissée pour une raison. Tu crois ? Ai-je demandé, embarrassé par le son de ma propre voix, si faible. J'en suis sûr. Je t'ai vu avec elle, Cassie, chaque dimanche pendant des années, puis tu as pratiquement emménagé chez elle quand elle est tombée malade. Amanda qui se pointe une fois en 3 mois et qui pleure à l'enterrement comme si elles étaient les meilleures amies du monde. C'était dégoûtant. La validation de Beth m'a fait monter de nouvelles larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi faire, Beth. Ils me font sentir comme si j'étais une personne horrible et égoïste. C'est parce qu'ils savent que tu céderas s'ils insistent assez,
a dit Beth sans détour. Tu le fais toujours. Écoute, quelle que soit ta décision, assure-toi que c'est ce que tu veux, pas parce qu'ils t'ont intimidé pour que tu le fasses. Après avoir raccroché, je me suis retrouvé à conduire jusqu'à la maison de grand-mère Eleanor, ma maison maintenant, légalement, sinon émotionnellement. Je n'y étais pas retourné depuis avant l'enterrement, et me garer dans l'allée me semblait surréaliste. Le jardin commençait déjà à paraître négligé. Les rosiers avaient besoin d'être taillés, et la véranda était jonchée de feuilles mortes que ma grand-mère n'aurait jamais tolérées. J'ai utilisé la clé qu'on m'avait donnée à la lecture du testament et je suis entré. La maison sentait ma grand-mère, un mélange de lavande, de vieux livres et du produit au citron qu'elle utilisait sur les meubles anciens. J'ai traversé les pièces lentement, laissant mes doigts glisser sur les surfaces familières. Dans la cuisine, son tablier était toujours accroché au crochet près du garde-manger. Dans le salon, ses lunettes de lecture étaient posées sur la table d'appoint à côté de son fauteuil préféré, un marque-page dépassant encore du roman policier qu'elle ne finirait jamais. Debout à l'entrée de sa chambre, regardant le lit soigneusement fait avec sa couverture cousue main, j'ai ressenti son absence comme une douleur physique. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, une certitude croissante que grand-mère Eleanor savait exactement ce qu'elle faisait en me laissant cette maison. Elle ne l'avait pas fait pour causer des conflits familiaux ou pour faire du favoritisme. Elle l'avait fait parce que cette maison avait été remplie d'amour entre nous. Et elle voulait que cet amour continue après son départ. En partant, fermant la porte à clé derrière moi, je me sentais déchiré entre la loyauté que je ressentais envers les souhaits de ma grand-mère et un conditionnement de toute une vie qui me disait que maintenir la paix était ma responsabilité. Je suis monté dans ma voiture et je me suis dirigé vers la maison de mes parents pour le dîner, toujours incertaine de ce que j'allais faire, mais sentant les premiers frémissements d'une résolution que je ne savais pas posséder. Je suis arrivé chez mes parents à 18h30 précise, l'heure que ma mère avait spécifiée. La maison coloniale familière, où Amanda et moi avions grandi, avait le même aspect que toujours, avec ses volets bleus et ses haies soigneusement taillées. La Buick de mon père était dans l'allée, ainsi que le SUV perpétuellement en désordre d'Amanda. En me garant derrière eux, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de me préparer à ce que je savais être une embuscade déguisée en dîner de famille. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, la tension m'a frappé comme une force physique. Ma mère était dans la cuisine, découpant des légumes avec agressivité, tandis que mon père était assis à la table de la salle à manger, une pile de papier devant lui. Amanda était introuvable, mais je pouvais entendre sa voix à l'étage, probablement au téléphone. La voilà, a dit mon père sans se lever. On commençait à penser que tu ne viendrais pas. J'ai dit que je serais là, ai-je répondu en accrochant ma veste au porte-manteau. Où sont les enfants ? 3 les a emmenés chez sa mère pour la nuit, a crié ma mère depuis la cuisine. On a pensé qu'il serait préférable d'avoir une conversation d'adultes sans distraction. Traduction, ils ne voulaient pas de témoins pour ce qu'ils avaient prévu. Le dîner fut une affaire tendue. Ma mère avait préparé un rôti en cocotte, mon plat préféré, ce qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Elle ne préparait mes plats préférés que lorsqu'elle voulait quelque chose d'important. Nous avons mangé dans un silence étrange pendant plusieurs minutes avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge. Cassandra, ta mère et moi avons réfléchi à cette situation avec la maison de grand-mère. Il a commencé, utilisant sa voix raisonnable qui précédait toujours quelque chose de déraisonnable. Nous comprenons que tu puisses être attaché à cet endroit à cause de ta relation avec ta grand-mère, mais nous devons voir les choses de manière pratique. J'ai pris une bouchée de rôti pour éviter de répondre immédiatement. Le fait est, a-t-il poursuivi, qu'Amanda a 3 enfants et aucune situation de logement stable. Tu es célibataire, avec une bonne carrière et tu as déjà un endroit où vivre. Il est tout simplement logique qu'Amanda ait la maison. Sans parler du fait, a ajouté ma mère, qu'Amanda pourrait vraiment utiliser cette sécurité financière. Si elle avait la maison, elle n'aurait pas à s'inquiéter du loyer. Elle pourrait se concentrer sur la recherche d'un bon travail et subvenir aux besoins des enfants. J'ai posé ma fourchette. Amanda a eu 10 ans pour trouver un bon travail, maman. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'avoir la maison de grand-mère la rendra soudainement responsable ? La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. C'est injuste, Cassandra, a dit mon père sèchement. Ta sœur a eu quelques revers, mais elle fait de son mieux. Vraiment, ai-je demandé, me surprenant moi-même par le défi dans ma voix. Parce que de mon point de vue, il semble qu'elle ait passé toute sa vie d'adulte à éviter les responsabilités pendant que tout le monde se précipitait pour la tirer d'affaire. Le visage de ma mère rougit de colère.
Comment oses-tu parler de ta sœur de cette façon? Tu n'as aucune idée de ce que c'est que d'élever 3 enfants seuls. Elle n'est pas seule, ai-je fait remarquer. Elle a 3 maintenant, et avant ça c'était Derek, et avant ça Jason. Sans parler du fait qu'elle vous a, vous deux, qui ne lui avez jamais rien refusé. Nous avons aidé nos 2 filles de manière égale, a insisté mon père, bien que nous sachions tous que c'était un mensonge. Amanda a choisi ce moment pour faire son entrée, se pavanant dans la salle à manger avec le timing de quelqu'un qui avait écouté depuis le couloir. Vous parlez de moi, a-t-elle demandé avec une fausse gaieté. Nous discutons de la situation de la maison, a dit ma mère, son ton s'adoucissant immédiatement. Oh, ça, a dit Amanda en s'asseyant et en se servant. Est-ce qu'elle a accepté de la céder? 3 parle déjà de la chambre qui serait la meilleure pour son studio d'enregistrement. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Son quoi? Amanda a fait un geste de la main. 3 lance un podcast sur la bière artisanale. Il a besoin d'un espace calme pour enregistrer. La manière désinvolte dont elle a dit cela, comme s'il était parfaitement raisonnable de s'attendre à ce que j'abandonne mon héritage pour que son petit ami de 4 mois puisse avoir un studio de podcast, m'a laissé momentanément sans voix. En fait, a dit mon père en tirant la pile de papier vers lui, j'ai fait préparer les documents de transfert. Mon ami Bill à la banque m'a aidé. Il a fait glisser les papiers sur la table vers moi, avec un stylo. On peut s'occuper de ça ce soir et en finir. J'ai regardé les documents, mon nom et celui d'Amanda imprimés en noir et blanc, avec une ligne de signature vide en bas. La présomption de tout cela m'a frappé comme une gifle. Vous avez déjà fait préparer des papiers, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Sans même me parler d'abord? Nous parlons maintenant, a dit ma mère avec impatience. Et franchement, Cassandra, je ne comprends pas pourquoi c'est même une discussion. Ta sœur a besoin de la maison. Toi non. C'est aussi simple que ça. Ouais, ne sois pas égoïste, a ajouté Amanda, la bouche pleine de rôti. Ce n'est pas comme si tu avais mérité cette maison. C'est juste de la chance que grand-mère t'aimait mieux. Quelque chose en moi a craqué. De la chance? Tu penses que c'est de la chance que j'ai passé chaque dimanche avec elle pendant 10 ans? Que j'ai pris un congé de mon travail pour m'occuper d'elle quand elle était mourante? Que j'étais là, lui tenant la main quand elle est partie, alors que tu ne pouvais même pas prendre la peine de venir la voir plus d'une fois. Amanda a levé les yeux au ciel. Ça y est, on a droit au numéro de la martyre. Tu dois toujours être la parfaite, n'est-ce pas, Sainte Cassandra? Si altruiste, si attentionnée. Assez, a interrompu mon père. Ces chamailleries n'aident en rien. Oh, je pense que ça aide beaucoup, ai-je dit, sentant un calme étrange s'installer en moi. Ça m'aide à voir les choses très clairement. Amanda, quand as-tu rendu visite à grand-mère pour la dernière fois avant qu'elle ne tombe malade? Tu t'en souviens seulement? Amanda s'est tortillée, mal à l'aise. J'étais occupé avec les enfants. Elle comprenait. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Quand était-ce la dernière fois? Je ne sais pas. Peut-être à Noël il y a 2 ans. Quelle importance? Ça a de l'importance parce que tu es assise ici à prétendre que tu mérites sa maison alors que tu n'as pas pu lui consacrer 1 heure de visite en des années. Et maintenant, j'apprends que tu as déjà promis à ton petit ami qu'il pouvait transformer une chambre en studio de podcast. Ma mère est intervenue. Cassandra, tu es dramatique. L'important est que la maison reste dans la famille et profite au plus grand nombre. 3 enfants et 2 adultes contre juste toi. Le calcul est simple. En fait, ai-je dit, un souvenir refaisant soudainement surface, Amanda a rendu visite à grand-mère une autre fois que je connais. Environ 6 mois avant qu'elle ne tombe malade. N'est-ce pas, Amanda? Le visage d'Amanda est devenu vide un instant avant que ses yeux ne se rétrécissent. Je ne sais pas de quoi tu parles. Grand-mère m'en a parlé. Elle a dit que tu es passé à l'improviste un mardi. Elle était si excitée de te voir qu'elle a fait tes sablés au citron préférés. Mais il s'est avéré que tu n'étais pas là pour une visite, n'est-ce pas? Tu avais besoin d'argent parce que tu avais de nouveau dépassé le plafond de tes cartes de crédit. C'est un mensonge, a dit Amanda, mais son visage rouge racontait une autre histoire. Grand-mère a proposé de t'aider, ai-je poursuivi, les détails me revenant clairement. Mais elle avait des conditions. Tu devais lui montrer un budget et commencer à rembourser tes dettes de manière responsable. Elle a même proposé de te payer des conseils financiers,
mais tu t'es mise en colère et tu es partie sans même manger les sablés au citron qu'elle avait fait. Elle a pleuré en me le racontant. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a regardé Amanda avec une question dans les yeux, mais elle a évité son regard. C'est vrai, a-t-il finalement demandé. Elle essayait de me contrôler, a marmonné Amanda. Comme si j'étais une enfant irresponsable. Parce que tu te comportes comme une enfant irresponsable, ai-je dit, la voix s'élevant. Tu te comportes comme une enfant irresponsable depuis le début de ta vie d'adulte, et tout le monde dans cette famille l'a encouragé, y compris moi. Eh bien, c'est terminé. Je me suis levé, repoussant ma chaise. Grand-mère Eleanor m'a laissé cette maison parce qu'elle savait ce qui arriverait si elle la laissait à Amanda. Elle serait hypothéquée jusqu'au cou en moins d'1 an pour payer des dettes ou vendue pour financer un quelconque plan pour devenir riche rapidement qu'elle ou son petit ami aurait inventé. Comment oses-tu, a haleté ma mère. Non, comment osez-vous tous, ai-je répliqué. Grand-mère est partie depuis à peine 2 semaines, et au lieu d'honorer ses dernières volontés, vous essayez de les piétiner parce que c'est plus pratique pour vous. Parce que Dieu nous en préserve qu'Amanda doive un jour faire face aux conséquences de ses choix. Mon père s'est levé à son tour, le visage rouge de colère. Ça suffit, Cassandra. Tu as fait valoir ton point de vue. Mais je veux être très clair sur quelque chose. Soit tu signes ces papiers et tu fais ce qui est juste pour ta sœur, soit tu n'es plus la bienvenue dans cette famille. C'est aussi simple que ça. L'ultimatum flottait dans l'air entre nous, brutal dans sa finalité. J'ai regardé le visage sévère de mon père, la désapprobation de ma mère aux lèvres pincées, et l'expression suffisante d'Amanda. À cet instant, j'ai vu avec une clarté parfaite à quoi ressemblerait mon avenir si je cédais maintenant. Une vie à être exploitée, à voir mes limites ignorées, à devoir sacrifier mes besoins pour les désirs d'Amanda. Sans un mot de plus, j'ai pris mon sac à main et je suis sorti, ignorant l'appel choqué de ma mère, Cassandra, derrière moi. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit sans destination précise, des larmes coulant sur mon visage alors que je réalisais que je venais peut-être de perdre toute ma famille. J'ai fini dans un petit parc près de mon appartement, assise sur un banc dans le noir, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des appels et des textos de ma mère, que j'ai ignorés. Finalement, un texto de mon père est arrivé, ta mère est très contrariée. Quand tu te seras calmée et que tu seras prête à être raisonnable, appelle-nous. Raisonnable. On attendait toujours de moi que je sois la personne raisonnable, celle qui cède, qui fait des compromis, qui met tout le monde en premier. Quand est-ce que quelqu'un dans ma famille avait-il jamais considéré ce que je voulais ou ce dont j'avais besoin? Je suis restée assise là jusqu'à bien après minuit, l'épuisement émotionnel des 2 dernières semaines me rattrapant enfin. Quand je suis finalement rentré chez moi, je me suis effondré dans mon lit tout habillé et j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve pour la première fois depuis la mort de ma grand-mère. Je me suis réveillé le lendemain matin avec les yeux gonflés et un étrange sentiment de calme. En préparant mon café, un souvenir m'est revenu à l'esprit. Quelque chose que grand-mère Eleanor m'avait dit lors d'une de nos dernières conversations. Cassie, avait-elle dit, sa voix faible mais ses yeux toujours vifs, j'ai mis quelque chose de côté pour toi. Quand le moment viendra, regarde dans notre livre. Tu sauras quoi faire. Notre livre? Elle voulait dire Orgueil et préjugés, le roman que nous avions lu ensemble d'innombrables fois au fil des ans. J'avais ramené son exemplaire dans mon appartement après sa mort, incapable de me séparer de quelque chose qui contenait tant de souvenirs de notre temps ensemble. Les mains tremblantes, j'ai pris le livre à la couverture rigide usée de ma bibliothèque et j'ai commencé à le feuilleter soigneusement. Au début, je n'ai rien vu d'inhabituel, juste les pages familières avec les notes occasionnelles de grand-mère dans les marges. Puis, en arrivant au chapitre où Elizabeth Bennet refuse la première demande en mariage de Monsieur Darcy, le passage préféré de grand-mère, j'ai trouvé une enveloppe glissée entre les pages. Mon nom était écrit sur le devant de l'élégante écriture de ma grand-mère. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de 2 semaines seulement avant sa mort. Les mains tremblantes, j'ai déplié la lettre et j'ai commencé à lire. Ma très chère Cassandra. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu te trouves exactement dans la situation que je craignais. Je connais bien ton père et ta mère, et je connais ta sœur Amanda peut-être mieux qu'elle ne le pense. À l'heure qu'il est, ils t'ont probablement demandé de céder la maison à Amanda, pour la famille. Et tu es déchiré entre honorer mes volontés et maintenir la paix avec les gens que tu aimes. D'abord, je veux que tu saches que la maison est à toi, sans condition ni attente. Ce que tu choisiras d'en faire est entièrement ta décision, et je ne te jugerai pas,
quoi que tu décides. Mais j'espère que tu pardonneras le dernier conseil d'une vieille femme. Tout au long de ta vie, je t'ai vu sacrifier ton propre bonheur et tes besoins pour contenter les autres. Je t'ai vu céder aux exigences d'Amanda depuis que vous étiez toutes les deux de petites filles. Je t'ai vu accepter le favoritisme de tes parents sans te plaindre. Je t'ai vu mettre tes propres rêves en attente pour être là pour des gens qui n'auraient pas fait la même chose pour toi. Cassie, ma douce fille, ta compassion est ta plus grande force, mais mal utilisée, elle devient ta plus grande vulnérabilité. Il y a des gens dans ce monde, même des gens que nous aimons, qui prendront et prendront jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien si nous les laissons faire. Amanda est venue me voir l'année dernière, non par souci pour mon bien-être, mais parce qu'elle avait besoin d'argent. Quand j'ai suggéré que je l'aiderais si elle prenait des mesures pour devenir financièrement responsable, elle s'est mise en colère. Elle m'a dit que je lui devais bien ça parce que je t'avais toujours favorisé. Elle a dit que le moins que je puisse faire était de rendre les choses justes en lui donnant de l'argent sans condition. Ce qu'Amanda ne comprend pas, c'est que l'amour ne consiste pas à compter les points ou à équilibrer les choses. Il s'agit de construire des relations basées sur le respect et l'attention mutuelle. Le lien que nous partageons, toi et moi, n'a pas été créé par l'ADN ou l'obligation. Il a été construit dimanche après dimanche, conversation après conversation, à travers des rires et des larmes partagées, et le simple cadeau de ta présence dans ma vie. J'ai laissé à Amanda une somme que je crois généreuse compte tenu de notre relation. Je t'ai laissé ma maison parce que tu es celle qui a contribué à en faire un foyer, même alors que mon corps me lâchait. J'espère que tu la rempliras du même amour et de la même chaleur que tu as apporté à mes dernières années. Mais plus que la maison elle-même, j'espère t'avoir laissé le courage de rester ferme sur ta propre valeur. Tu n'existes pas pour résoudre les problèmes d'Amanda ou pour répondre aux attentes de tes parents. Tu existes pour vivre ta propre vie avec joie et détermination. S'ils ne peuvent pas accepter ton droit à l'héritage que je t'ai librement donné, alors il est peut-être temps de créer une certaine distance, non par colère ou ressentiment, mais par autopréservation et respect pour tes propres besoins. Souviens-toi de ce que nous avons lu ensemble dans Austen, je suis seulement résolu à agir de la manière qui, à mon avis, constituera mon bonheur. Il est temps pour toi de constituer ton propre bonheur, ma chérie, même si les autres ne comprennent pas. Je suis si fier de la femme que tu es devenue, et je suis en paix en sachant que ma maison sera entre les mains de quelqu'un qui l'a vraiment aimée, elle et moi, pour toutes les bonnes raisons. Avec tout mon amour. Grand-mère Éléanore. Quand j'ai fini de lire, des larmes coulaient sur mon visage, mais elles étaient différentes des larmes de la nuit précédente. C'étaient des larmes de libération, de reconnaissance, d'une vérité que j'avais toujours su mais que je n'avais jamais eu le courage de reconnaître. Grand-mère Éléanore avait tout vu, ma tendance à céder, Amanda à prendre, mes parents à encourager ce cycle. Et dans son dernier acte d'amour, elle ne m'avait pas seulement donné sa maison, mais aussi la permission de briser le schéma qui avait défini mes relations familiales pendant si longtemps. J'ai lu la lettre 3 fois de plus, chaque lecture renforçant ma résolution. Puis j'ai envoyé un SMS à mes parents et à Amanda, nous devons parler, tous ensemble, demain à 14h à la maison de grand-mère. S'il vous plaît, soyez à l'heure. Ma mère a immédiatement appelé, mais j'ai laissé sonner. Cette conversation devait avoir lieu en personne, et j'avais besoin de temps pour me préparer. J'ai passé le reste de la journée à rassembler des documents, des preuves de mes visites à ma grand-mère, les papiers de mon congé pour m'occuper d'elle, des photos de nos dimanches ensemble au fil des ans. Je n'étais pas sûr d'en avoir besoin, mais les avoir me donnait plus d'assurance. J'ai aussi appelé Maître Harrington et lui ai demandé s'il pouvait m'envoyer toute documentation sur le processus de décision de ma grand-mère concernant le testament. Il a hésité au début, mais quand j'ai expliqué la situation, il a accepté de m'envoyer par email ses notes de leur discussion, dûment caviardées pour des raisons juridiques. Votre grand-mère était très claire sur ses volontés, Cassandra, m'a-t-il dit gentiment. Elle avait anticipé qu'il pourrait y avoir des pressions sur vous pour changer les dispositions, et elle m'a spécifiquement demandé de vous soutenir si cela se produisait. Cette nuit-là, j'ai dormi à la maison de grand-mère à ma maison pour la première fois depuis que j'en avais hérité. Allongé dans la chambre d'amis, je n'étais pas encore prête à dormir dans la chambre de grand-mère, j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. Cette maison contenait tant de souvenirs, tant d'amour. Je pouvais presque sentir la présence de ma grand-mère m'entourer, me donnant la force pour ce qui allait suivre. Le lendemain, je me suis levé tôt et j'ai passé la matinée à nettoyer. Il y avait quelque chose de thérapeutique à laver les fenêtres et à épousseter les étagères qui avaient commencé à prendre la poussière dans les semaines suivant le décès de ma grand-mère. Vers 13h30,
la maison était impeccable. Un vase de fleurs fraîches était posé sur la table basse, et je me sentais aussi prête que je pouvais l'être. Mes parents sont arrivés exactement à 14 heures, ponctuels comme toujours. Amanda avait 15 minutes de retard, 103 cette fois. Je les ai tous invités à s'asseoir dans le salon, la pièce formelle où ma grand-mère recevait ses invités pour les grandes occasions. Merci d'être venu, ai-je commencé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Je sais que les choses se sont envenimées au dîner l'autre soir et je m'excuse d'être parti, mais je pense qu'il est important que nous mettions les choses au clair sur cette situation une fois pour toutes. Nous sommes d'accord, a dit mon père, son ton indiquant clairement qu'il s'attendait à ce que cette réunion se termine par ma signature. Les désaccords familiaux doivent être résolus rapidement. J'ai beaucoup réfléchi, ai-je continué, et j'ai pris une décision concernant la maison de grand-mère Eleanor. Amanda s'est penchée en avant, un sourire triomphant se dessinant déjà sur ses lèvres. Je ne la céderai pas à Amanda ou à qui que ce soit d'autre. Je vais garder la maison comme grand-mère l'avait prévu. Le sourire a disparu du visage d'Amanda. Espèce d'égoïste de M. Laisse-moi finir, ai-je interrompu avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit de respecter les volontés de grand-mère et de briser un schéma qui n'a été sain pour aucun d'entre nous. J'ai sorti la lettre de ma grand-mère de mon sac. Grand-mère m'a laissé ça. Elle savait exactement ce qui se passerait après son départ, et elle voulait s'assurer que j'aurais la force de m'affirmer. J'ai commencé à lire la lettre à haute voix, ma voix se brisant parfois sur les passages les plus émouvants, mais continuant jusqu'à la fin. Quand j'ai terminé, la pièce était silencieuse. Ma mère fut la première à parler, sa voix tendue de colère. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait écrit de telles choses sur sa propre famille. C'est de la manipulation d'outre-tombe. C'est la vérité, maman, ai-je dit doucement. Et je pense qu'au fond de toi, tu le sais. La vérité, c'est que ta sœur a plus besoin de cette maison que toi, a insisté mon père, bien que je puisse voir l'incertitude dans ses yeux pour la première fois. Ce dont Amanda a besoin, ai-je dit prudemment, c'est d'apprendre à se débrouiller seule. Ce dont elle a besoin, c'est que nous arrêtions de résoudre ses problèmes à sa place et que nous commencions à attendre d'elle qu'elle les résolve elle-même. C'est facile à dire pour toi, a lancé Amanda. Tout a toujours été facile pour toi. Je l'ai regardé avec incrédulité. Facile? Tu penses que mes études d'infirmière tout en travaillant à temps partiel, c'était facile? Tu penses que garder un emploi pendant 7 ans pendant que tu passais d'une douzaine de plans différents, c'est facile? Tu penses que regarder grand-mère mourir, c'était facile? Les filles, s'il vous plaît, est intervenue ma mère. Ça n'aide pas. En fait, je pense que si, ai-je dit. Pour la première fois, nous parlons vraiment de la réalité de notre dynamique familiale au lieu de prétendre que tout va bien pendant que je donne et qu'Amanda prend. Je me suis tourné directement vers Amanda. Je t'aime. Tu es ma sœur. Mes grands-mères avaient raison. Il ne s'agit pas de compter les points ou de rendre les choses égales. Il s'agit de respect. Tu n'as pas respecté les volontés de grand-mère, et tu ne m'as pas respecté, ni ma relation avec elle. Alors c'est tout? A demandé mon père. Tu choisis une maison plutôt que ta famille? Non, papa. Je choisis d'honorer les volontés de grand-mère et de me valoriser assez pour arrêter d'être le paillasson de tout le monde. Et si vous voyez vraiment ça comme choisir une maison plutôt que la famille, alors peut-être que nous devons réexaminer ce que la famille signifie vraiment pour nous tous. Ma mère a commencé à pleurer, ce qui aurait normalement été mon signal pour reculer, m'excuser, céder. Mais les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit, ta compassion est ta plus grande force, mais mal utilisée, elle devient ta plus grande vulnérabilité. Je ne fais pas ça pour blesser qui que ce soit, ai-je dit plus doucement. Mais j'ai besoin que vous compreniez tous que cette décision est définitive. La maison est à moi et je la garde. Amanda s'est levée brusquement, le visage rouge de colère. Très bien, garde ta stupide maison. Mais ne t'attends pas à ce que je fasse comme si tout allait bien entre nous. En ce qui me concerne, tu n'es plus ma sœur. Elle est sortie en trombe, claquant la porte d'entrée derrière elle. Mon père s'est levé plus lentement. Tu fais une erreur, Cassandra. Une famille divisée ne peut tenir. Je ne divise pas la famille, papa. Je refuse simplement d'être la seule à faire des compromis. Il a secoué la tête tristement et a aidé ma mère, toujours en larmes, à se relever. Quand tu retrouveras la raison, tu sais où nous trouver.
Après leur départ, je suis resté assis seul dans le salon de ma grand-mère, mon salon, émotionnellement épuisé, mais me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu bon face à la pleine force de la manipulation de ma famille. Ça faisait mal, oui, mais sous la douleur se cachait un sentiment croissant de fierté et de respect de moi-même que je réalisais avoir manqué depuis bien trop longtemps. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose avec certitude, grand-mère Eleanor aurait été fière. 3 semaines se sont écoulées sans un mot de ma famille. Pas d'appel, pas de texto, pas même de publication passive-agressive sur les réseaux sociaux de la part d'Amanda. Le silence était à la fois douloureux et étrangement libérateur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'organisais pas mon emploi du temps en fonction des obligations familiales ou ne répondais pas aux appels de crise d'Amanda. J'avais de l'espace pour respirer, pour penser, pour commencer à m'installer dans ma nouvelle maison sans interruption constante. J'ai passé les week-ends à peindre la chambre d'amis en verre sauge, à planter de nouvelles fleurs dans le jardin de ma grand-mère et à déménager progressivement mes affaires de mon appartement. Beth est venue m'aider un samedi, apportant le déjeuner et son soutien moral. « Tu as eu des nouvelles d'eux ?» a-t-elle demandé alors que nous assemblions une nouvelle étagère dans ce qui allait devenir mon bureau. J'ai secoué la tête. Silence radio. Je pense qu'ils attendent que je craque la première. Et tu le feras. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Non. Pas cette fois. Ils doivent comprendre que les choses ont changé. Je ne vais pas continuer à jouer le rôle qui m'a été assigné dans le drame familial. Beth a hoché la tête en signe d'approbation. Bien joué. Bien que je doive dire que tante Karen n'arrête pas d'appeler ma mère pour essayer de rallier la famille pour te raisonner. Mais ma mère met un terme à chaque fois. Vraiment ? J'étais surprise. Tante Suzanne avait toujours semblé être fermement du côté de mes parents. Vraiment. Elle a dit à maman que grand-mère Eleanor savait exactement ce qu'elle faisait avec son testament et que tout le monde devrait respecter ça. Beth a souri. Je pense que te voir t'affirmer a fait réfléchir certaines personnes à toute la situation. La 4e semaine de silence, j'ai reçu un texto d'Amanda qui disait simplement « On peut parler ?» Juste nous deux. J'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville, en terrain neutre, pour ce que je m'attendais à être une autre confrontation. Quand je suis arrivé, Amanda était déjà là, l'air inhabituellement sobre. Ses cheveux habituellement parfaitement coiffés étaient attachés en une simple queue de cheval, et elle portait un maquillage minimal. Elle m'avait commandé un latte à la vanille, mon préféré. « Merci d'être venu », a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. « De rien », ai-je répondu avec prudence. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Amanda a fixé sa tasse de café pendant un long moment avant de parler. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines à ce que tu as dit, à ce que grand-mère a écrit dans cette lettre. » Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes non versées. Tu avais raison sur tout. J'étais si choqué que je n'ai pas pu répondre immédiatement. 3 et moi avons rompu, a-t-elle continué quand je n'ai rien dit. Après que l'affaire de la maison soit tombée à l'eau, il a commencé à me mettre la pression pour que j'arrange les choses avec toi. Comme si je devais être capable de te manipuler pour obtenir ce qu'il voulait. Elle a eu un rire amer. C'est là que j'ai réalisé que tu avais raison sur lui aussi. Il ne se souciait pas de moi. Il voulait juste ce qu'il pouvait obtenir de moi, tout comme je l'ai fait avec grand-mère. Je suis désolé pour toi, ai-je dit, sincèrement, malgré tout. Elle a haussé les épaules. Ne le sois pas. Ça m'a fait voir certaines choses clairement pour la première fois. Comme la façon dont j'ai vécu toute ma vie, en attendant que les autres résolvent mes problèmes. Maman et papa, mes ex, toi, grand-mère. J'ai pris et pris sans jamais rien donner en retour. J'ai bu une gorgée de mon latte, ne sachant pas comment réagir à cette vulnérabilité inattendue de ma sœur habituellement sur la défensive. Bref, a poursuivi Amanda, j'ai trouvé un travail. Un vrai, avec des avantages sociaux et tout. Assistante administrative au centre médical de la Vallée. C'est un poste de débutant, mais c'est un début. Et j'ai postulé à des cours du soir au Community College. Amanda, c'est génial, ai-je dit, vraiment impressionné. J'ai aussi trouvé un appartement plus abordable. Il est plus petit, mais il est dans un meilleur district scolaire pour les enfants. Elle a hésité, puis a ajouté, j'ai utilisé l'argent que grand-mère m'a laissé pour la caution et le premier mois de loyer. C'est la première fois que j'utilise de l'argent pour ce à quoi il était destiné au lieu de le gaspiller dans une bêtise.
J'ai tendu la main sur la table et lui ai serré la sienne. Je suis fier de toi. Vraiment. Ne sois pas trop fier tout de suite, a-t-elle dit avec une ombre de son ancien sourire. J'ai un long chemin à parcourir. Mais je voulais que tu saches que je comprends pourquoi tu as gardé la maison, et je suis désolé de la façon dont j'ai réagi. Tu méritais cet héritage et je n'avais aucun droit d'essayer de te le prendre. Cette simple reconnaissance m'a fait monter les larmes aux yeux. Merci de dire ça. Ça compte beaucoup. Maman et papa sont toujours assez contrariés, a admis Amanda. Mais je pense qu'ils commencent à se faire à l'idée. Papa m'a demandé hier si je t'avais parlé. Vraiment? C'est surprenant. Je pense que tu leur manques, a dit Amanda. Ils sont juste trop têtus pour admettre qu'ils avaient tort. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, plus honnêtement que nous ne l'avions fait depuis des années. Sur notre enfance, sur les schémas de favoritisme et de complaisance qui nous avaient façonnés toutes les deux de différentes manières. Sur grand-mère Eleanor et les différentes relations que nous avions eues avec elle. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que ma sœur me voyait vraiment. Et je la voyais, elle, non pas les rôles qui nous avaient été assignés dans notre dynamique familiale, mais les personnes complexes, imparfaites et réelles que nous étions toutes les deux. Quand nous nous sommes séparés, Amanda m'a serré fort dans ses bras. Je ne m'attends pas à ce qu'on arrange tout du jour au lendemain, a-t-elle dit. Mais j'aimerais essayer d'avoir une vraie relation avec toi. Une qui ne soit pas basée sur ce que je peux obtenir de toi. J'aimerais ça aussi, lui ai-je dit, et je le pensais. Le dimanche suivant, j'ai reçu un texto de ma mère me demandant s'il pouvait passer voir la maison. J'ai accepté avec une certaine appréhension. Quand ils sont arrivés, mon père était rigide et formel, mais ma mère avait apporté une plante pour la pendaison de crémaillère et a fait un effort pour complimenter les changements que j'avais apportés à la décoration. Tu as fait un travail merveilleux ici, a-t-elle dit en passant la main sur les nouveaux rideaux du salon. Eleanor aurait adoré ça. Mon père se tenait maladroitement au centre de la pièce, regardant autour de lui comme s'il voyait la maison pour la première fois. Amanda nous dit qu'elle a commencé un nouveau travail, a-t-il dit finalement. Oui, elle en a parlé quand nous avons pris un café. Je pense que c'est une excellente opportunité pour elle. Il a hoché la tête, ne croisant toujours pas mon regard. Elle a aussi dit que vous aviez eu une bonne discussion. Oui, c'est vrai, ai-je confirmé. C'était nécessaire et apaisant. Ma mère s'est assise sur le canapé, ses mains se tordant nerveusement sur ses genoux. Cassandra, ton père et moi avons réfléchi à tout ce qui s'est passé avec le testament et à ce que tu as dit sur notre dynamique familiale. Je me suis assise en face d'elle, attendant. Ce n'était pas facile à entendre, a admis mon père, s'asseyant finalement à côté de ma mère. Aucun parent ne veut penser qu'il a été injuste envers ses enfants ou qu'il a contribué à des schémas familiaux difficiles. Mais, a poursuivi ma mère, nous avons réalisé qu'il y avait du vrai dans ce que tu as dit. Nous avons attendu des choses différentes de toi et d'Amanda. Nous t'avons demandé de faire des sacrifices que nous ne lui avons jamais demandés. Et, a ajouté mon père, s'éclaircissant la gorge avec gêne, nous aurions dû respecter les volontés d'Eleanor depuis le début. Elle avait ses raisons de te laisser la maison, et elles étaient bonnes. J'ai senti un nœud d'émotion se serrer dans ma gorge. Merci de dire ça. Ça compte beaucoup pour moi. Tu nous manques, ma chérie, a dit ma mère, les larmes aux yeux. Je sais que les choses ne peuvent pas redevenir exactement comme avant. Peut-être qu'elles ne devraient pas. Mais nous aimerions essayer de construire quelque chose de mieux, si tu es d'accord. J'ai traversé la pièce et je me suis assise entre eux sur le canapé, prenant une de leurs mains dans chacune des miennes. Je suis d'accord, ai-je dit doucement. Ce ne sera pas facile, et il y aura probablement des revers, mais j'aimerais essayer, moi aussi. Mon père a serré ma main, un geste d'affection qui était devenu rare à mesure que j'avançais dans l'âge adulte. Ta grand-mère serait fière de toi, a-t-il dit d'une voix rauque. Elle a élevé une femme forte. C'est vrai, ai-je convenu, regardant autour de la pièce remplie de ses souvenirs. Et je pense qu'elle serait fière de nous tous en ce moment, d'essayer de faire mieux. Alors qu'il partait, ma mère s'est arrêtée à la porte. On s'est dit qu'on pourrait peut-être dîner ici dimanche prochain. Amanda et les enfants aussi. Commencer une nouvelle tradition dans ta nouvelle maison. J'aimerais beaucoup, ai-je dit, surprise de la sincérité de mes paroles. Après leur départ, j'ai parcouru les pièces de ma maison, la sentant vraiment comme la mienne pour la première fois. Dans les mois qui ont suivi le décès de ma grand-mère, j'étais passé par le deuil, la colère,
la détermination et maintenant, timidement, vers la guérison. La maison qui avait causé tant de conflits familiaux devenait ce que je pensais que ma grand-mère avait toujours voulu qu'elle soit. Pas seulement une structure physique à transmettre, mais un endroit où de nouveaux départs étaient possibles, où les vieilles blessures pouvaient commencer à guérir et où l'amour pouvait continuer à grandir de manière nouvelle et plus saine. 6 mois se sont écoulés, et chaque jour, je me sentais plus à l'aise dans mon rôle de propriétaire de la maison de grand-mère Eleanor. Ce qui semblait autrefois être une responsabilité écrasante ressemblait maintenant à un cadeau précieux. J'avais repeint plusieurs pièces, modernisé la cuisine avec de nouveaux appareils électroménagers et transformé la plus petite chambre en un bureau confortable où je pouvais travailler sur mon blog que je venais de lancer sur le métier d'infirmière et l'aide aux personnes. Le jardin est devenu mon sanctuaire. J'ai planté toutes les fleurs préférées de ma grand-mère Hortensia, rose, lilas, mais j'ai aussi ajouté mes propres touches avec un potager et un petit coin de méditation avec un banc en pierre sous le vieux érable. Travailler la terre avec mes mains est devenu thérapeutique, un moyen de traiter mes pensées et mes émotions tout en créant quelque chose de beau. Les premières semaines après la confrontation avec ma famille avaient été difficiles. Malgré notre réconciliation timide, il y a eu des moments gênants et de vieilles habitudes qui ont refait surface. Ma mère tombait parfois dans la culpabilisation, et mon père avait toujours tendance à rejeter mes opinions. Mais contrairement à avant, je signalais maintenant gentiment ses comportements quand ils se produisaient. « Maman, on dirait que tu essaies de me faire sentir coupable de ma décision », disais-je calmement. Ou, « Papa, j'ai bien réfléchi à cela, et j'apprécierais que tu considères mon point de vue. » Ce n'était pas toujours bien reçu, mais lentement, progressivement, les choses ont commencé à changer. Mes parents ont commencé à se reprendre, à reconnaître les schémas qui étaient si ancrés dans notre dynamique familiale. Ils ne réussissaient pas toujours, mais ils essayaient, et cela signifiait tout. Ma relation avec Amanda s'est transformée de la manière la plus spectaculaire. Sans la dynamique compétitive qui nous avait définis pendant si longtemps, nous avons commencé à nous découvrir en tant qu'adultes, en tant que femmes avec nos propres forces et faiblesses, nos rêves et nos peurs. Amanda a gardé son travail au centre médical de la vallée et a été promue coordinatrice de département après 4 mois. Elle a obtenu un certificat en gestion de bureau médical et parlait d'obtenir éventuellement un diplôme d'associé. Elle est restée célibataire, se concentrant sur ses enfants et sa propre croissance au lieu de se jeter dans une autre relation. Un mardi soir, elle m'a appelé en larmes. « Je viens de rembourser ma première carte de crédit », a-t-elle dit, la voix étranglée par l'émotion. Le solde entier. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Amanda, c'est incroyable, m'exclamai-je, sincèrement fier d'elle. Ce n'est qu'une sur 3, a-t-elle admis. Mais c'est un début. J'ai fait un plan comme grand-mère le voulait et je m'y tiens. J'ai pensé à la lettre de ma grand-mère, à son offre d'aider Amanda si elle prenait des mesures pour devenir financièrement responsable. Grand-mère serait si fière de toi en ce moment, lui ai-je dit. J'aurais aimé l'écouter quand elle était en vie, a dit Amanda doucement. J'ai raté tellement de choses en étant égoïste et à courte vue. On ne peut pas changer le passé, lui ai-je rappelé gentiment. Mais tu honores sa mémoire maintenant en faisant ces changements. Comme je l'avais promis lors de notre réconciliation, je n'ai pas donné la maison à Amanda, mais j'ai trouvé d'autres moyens de soutenir son cheminement vers l'indépendance. Je l'ai aidé à créer un budget, je l'ai mise en contact avec un programme d'éducation financière à la coopérative de crédit locale, et je gardais occasionnellement les enfants quand elle avait besoin d'étudier ou de travailler tard. Les enfants sont devenus des visiteurs réguliers chez moi. Lily adorait m'aider dans le jardin, Jadon était fasciné par le vieux train électrique que j'avais trouvé dans le grenier, et le petit Mason trottinait dans le jardin en poursuivant les papillons. J'ai créé un fonds d'études pour chacun d'eux avec une partie de l'argent que ma grand-mère m'avait laissé, quelque chose que je savais qu'elle aurait voulu. Les dîners du dimanche que ma mère avait suggérés sont devenus une tradition. Parfois, nous nous réunissions chez moi, parfois chez mes parents, occasionnellement dans l'appartement d'Amanda quand elle voulait montrer une nouvelle compétence qu'elle avait apprise dans son cours de cuisine. Ces repas n'étaient pas toujours parfaits. De vieilles tensions refaisaient parfois surface, et nous apprenions tous encore à communiquer de manière plus saine. Mais ils étaient authentiques d'une manière que nos interactions familiales n'avaient jamais été auparavant. 3 changements particulièrement significatifs se sont produits pendant cette période de guérison. Le premier a été une bourse que j'ai établie au nom de grand-mère Eleanor au Community College local, spécifiquement pour les parents célibataires reprenant leurs études. La première bénéficiaire était une mère de 2 enfants de 35 ans qui étudiait pour devenir hygiéniste dentaire après avoir quitté une relation abusive. L'héritage de votre grand-mère va changer des vies.
m'a dit l'administrateur du collège lors de la cérémonie de remise de la bourse. C'est un bel hommage à sa mémoire. Le deuxième changement a été ma décision d'organiser une petite réunion pour ce qui aurait été le 85e anniversaire de ma grand-mère. Nous avons planté un magnolia dans le jardin, son arbre à fleurs préféré, et chaque membre de la famille a partagé un souvenir d'elle. Même Amanda avait des histoires à raconter, des souvenirs de son enfance avant qu'elle ne devienne si égocentrique. Vous vous souvenez comment elle gardait toujours des bonbons au caramel dans son sac à main, s'est souvenue Amanda, souriant à travers les larmes. Et elle nous les glissait pendant la messe quand maman ne regardait pas. Ces souvenirs partagés nous ont tous aidés à nous reconnecter, non seulement les uns avec les autres, mais aussi avec la femme qui nous avait réunis même après son départ. Le troisième et peut-être le plus significatif des changements était en moi. En vivant dans la maison de ma grand-mère, entouré de rappels de sa sagesse et de son amour, j'ai progressivement appris à fixer et à maintenir des limites saines sans culpabilité. Je suis devenu plus sélectif sur quand et comment j'aidais les autres, m'assurant que mon aide renforce leur autonomie au lieu de les rendre dépendants. J'ai recommencé à sortir avec des hommes après des années à mettre ma vie personnelle en veilleuse, rencontrant un pédiatre gentil nommé David, qui appréciait mon indépendance et ma force. Plus important encore, j'ai développé une compréhension plus profonde de ce que signifie vraiment la famille. Il ne s'agit pas de loyauté aveugle ou de sacrifice sans fin. Il ne s'agit pas de compter les points ou de répondre à des attentes arbitraires. La vraie famille, c'est soutenir la croissance de chacun, respecter les limites des autres, et s'aimer assez pour être honnête, même quand c'est difficile. Un soir, alors que j'étais assise sur la balançoire du porche qui avait été l'endroit préféré de ma grand-mère, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or, j'ai senti un profond sentiment de paix m'envahir. Le voyage n'avait pas été facile. Il y avait eu des larmes et de la colère, des relations brisées et des vérités douloureuses. Mais à travers tout cela, le dernier cadeau de grand-mère Eleanor n'avait pas été la maison elle-même, mais le courage de me valoriser assez pour rester ferme dans mes convictions. Merci, grand-mère, ai-je murmuré à la douce brise du soir. Pour tout. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai pensé que les héritages les plus précieux de la vie ne sont pas toujours des biens matériels. Parfois, ce sont les leçons que nous apprenons de ceux qui nous aiment le plus. Parfois, c'est la force que nous découvrons en nous-mêmes face à des choix difficiles. Et parfois, c'est la sagesse de savoir que le véritable amour pour les autres et pour soi-même exige à la fois compassion et limite. Grand-mère Eleanor l'avait su depuis le début. Dans son dernier acte d'amour, elle m'avait donné non seulement une maison, mais un foyer en moi-même que personne ne pourrait jamais m'enlever. Avez-vous déjà eu à affronter la pression familiale pour faire ce que vous saviez être juste? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'entendre qu'il est acceptable de fixer des limites avec sa famille. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, parfois, le plus grand acte d'amour est d'avoir le courage d'honorer sa propre valeur.